Bonjour et bienvenue et merci d'assister au webinaire du mois de l'AVC 2025 de la Fondation des maladies de cœur et de l'AVC qui s'intitule Déficit cognitif d'origine vasculaire, amélioration des soins fondés sur des données probantes tout au long du continuum. Je m'appelle Elisabeth Obregon, je suis spécialiste en mission provinciale pour le Québec et je serai la modératrice pour tout le long du webinaire. Maintenant, quelques messages techniques. Vous pouvez utiliser les fonctions audio de votre ordinateur pour assister au webinaire d'aujourd'hui. Si vous préférez écouter le webinaire avec votre téléphone, vous n'avez qu'à cliquer sur appel téléphonique ou appelez-moi et à suivre les directives de l'écran. Vous pouvez aussi poser vos questions à tout moment durant le webinaire. N'hésitez pas à les écrire dans la boîte à questions et réponses. Nous répondrons pendant la période de questions à la fin du webinaire. Enfin, ce webinaire sera enregistré et sera accessible sur le site web suivant, sur la chaîne YouTube de Cœur AVC et sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC de Cœur et AVC. Euh, Nous tenons d'abord à reconnaître le peuple autochtone des les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, nous souhaitons prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent cette terre comme leur patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et l'accroissement de notre compréhension des peuples autochtones, locaux et leur culture. Nous sommes réunis aujourd'hui en raison d'engagements communs envers l'équité, y compris l'équité et la réconciliation en santé. Je vous invite à réfléchir à ce que cette phrase signifie pour vous, votre travail et votre vie. Voici les objectifs d'apprentissage de la journée qui sont d'examiner et d'écrire les déficits cognitifs d'origine vasculaire ainsi que l'état actuel des données provantes. Discuter des points saillants tirés du nouveau module sur les déficits cognitifs d'origine vasculaire, des recommandations, y compris la connaissance des signes et symptômes, le dépistage, l'évaluation, les stratégies de prise en charge et la carte de parcours des personnes ayant une expérience vécue de déficits cognitifs d'origine vasculaire, et aussi de réfléchir au vécu des personnes présentant des changements cognitifs après avoir subi une AVC afin de mieux comprendre leurs besoins et perspectives uniques et discuter des conseils et stratégies du point de vue d'une personne ayant une expérience vécue. Maintenant, je vous présente nos conférencières et conférenciers de la journée. Dr. Ian Deschamps, il est neurologue vasculaire au CHUM, professeur adjoint des cliniques à l'Université de Montréal. Il est formé à l'Université de Montréal. Il est fellowship en troubles cognitifs vasculaires à Lille, en France, et il travaille en neurologie vasculaire depuis 2007. Manon Bélanger est une personne avec expérience vécue de l'AVC. Il y a 10 ans, elle a subi une rupture d'anévrisme cérébral suivi d'un bas spasme secondaire. Depuis, elle a, elle a fait preuve de détermination remarquable dans son parcours de réadaptation. Aujourd'hui, elle vit de manière autonome malgré les séquelles invisibles laissées par son AVC, des séquelles qu'elle prendra le temps de vous décrire avec sincérité. Elle aime faire de l'artisanat, du kayak et du vélo électrique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de courage qu'elle vient aujourd'hui partager son expérience personnelle, puisqu'elle s'est donnée comme mission de sensibiliser le public aux séquelles invisibles, souvent méconnues, mais bien réelles. Son témoignage est marqué de défis qu'elle surmonte au quotidien, notamment l'aphasie, et c'est une raison pour laquelle ça le fait chercher ses mots et qu'elle a préenregistré son témoignage d'aujourd'hui. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour sa générosité, son implication et les efforts qu'elle a investis pour préparer ce témoignage. Elle sera aussi disponible pour la période des questions. Valérie Poulain, elle est ergothérapeute et professeure titulaire au département d'ergothérapie à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Elle est chercheuse régulière au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale CIRIS du CIUS de la capitale nationale Québec.
Ces recherches portent sur le développement et la mise en œuvre de pratiques d'innovation favorisant l'inclusion et la participation sociale, en particulier auprès des personnes vivant avec des déficits cognitifs et de leurs familles. Nos conférenciers d'aujourd'hui n'ont aucun conflit à déclarer en lien avec la présentation. Donc, je cède maintenant la parole à Dr. Deschamps pour débuter la présentation. Oui, alors pour débuter, on a des renseignements à communiquer. Alors évidemment, c'est les lignes directrices qui sont sous l'égide de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Les lignes directrices traitent d'utilisation hors indication de certains médicaments. Et évidemment, la présentation d'aujourd'hui est très courte pour faire un survol de l'ensemble de ces recommandations-là, mais vous pourrez les trouver en ligne aux adresses qui sont indiquées. D'abord dans la revue où elles ont été publiées, Alzheimer's and Dementia en 2025, mais aussi sur le site des recommandations canadiennes Pratique optimale AVC. On peut changer la diapositive. Évidemment, c'est l'œuvre de beaucoup de personnes. Donc, vous avez ici une liste des gens qui ont participé à la rédaction de ces recommandations, ainsi que le comité de consultation d'examen communautaire de cœur et AVC pour essayer d'impliquer aussi les gens directement impliqués. On peut changer de diapositive. L'ordre du jour aujourd'hui, ça va être de revoir rapidement l'épidémiologie des troubles cognitifs vasculaires, les définitions, euh, la notion que le déficit cognitif, c'est plus que juste les déficits après un AVC. On va parler de la carte du parcours des personnes atteintes d'un déficit cognitif d'origine vasculaire. On va avoir un témoignage d'une expérience vécue et on va examiner le nouveau module là, des recommandations canadiennes en regardant en particulier le dépistage, l'évaluation, l'imagerie, la prise en charge, la réadaptation et les questions de fin de vie. On peut changer, oui. Alors, épidémiologie, pourquoi c'est important, les déficits cognitifs vasculaires? Bien, d'abord, une personne sur trois au Canada va subir un AVC ou sera atteinte de démence ou les deux. Et on sait que ça, c'est pour l'aspect plus sévère, la démence, mais même pour le déficit cognitif plus léger, il y a 2 fois plus de gens qui vont être atteints. Donc, dépendamment des études, dépendamment à quel moment on fait l'analyse, est-ce que c'est dans l'hôpital, en dehors de l'hôpital, après un AVC, après d'autres maladies vasculaires, mais on estime que c'est à peu près 20 à 80 des personnes qui ont des déficits cognitifs après un événement vasculaire, encore une fois, dépendamment de qu'est-ce qu'on regarde, comment on regarde. Les AVC, les AIT, c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg, mais il y a aussi ce qu'on appelle les lésions silencieuses, c'est-à-dire des lésions qu'on retrouve à l'imagerie, mais pour lesquelles on n'avait pas d'expression clinique évidente. Et ça, c'est encore plus fréquent que les AVC ou les AIT qui se présentent à l'urgence avec des symptômes cliniques. Donc, ça aussi, ça peut contribuer au déficit cognitif vasculaire. Et enfin, il y a aussi tous les facteurs de risque là, bien connus et certaines conditions là, comme suite à des chirurgies ou d'autres troubles cardiovasculaires qui font qu'on a un risque accru de troubles cognitifs vasculaires. Donc, si vous ne pensez pas être euh, impacté par ça, ben, en fait, vous l'êtes quand même probablement. On peut changer de diapositive. Euh, Comment les déficits vasculaires peuvent avoir des répercussions? Bien, alors, les déficits cognitifs, là, ça peut être au niveau de l'apprentissage, de la mémoire, des fonctions exécutives, de l'attention, de la coordination, du langage ou de la cognition sociale. Et ces différents aspects-là peuvent avoir un impact après sur le maintien et le suivi là, des soins personnels. Ça peut être aussi en lien avec des risques accrus d'événements indésirables, par exemple avec des erreurs de médication, des choses comme ça. Et ça peut entraîner un déclin des capacités fonctionnelles et de l'autonomie. Donc, évidemment, après, tout ça peut avoir un impact sur la qualité de vie et même l'espérance de vie. Donc, il y a un impact certain des atteintes cognitives. On peut changer de diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on entend là, par déficit cognitif d'origine vasculaire? Bien évidemment, c'est un terme général qui englobe l'ensemble du spectre, donc qui s'étend on peut appeler un déficit cognitif léger ou un trouble neurocognitif léger jusqu'à la démence vasculaire ou le trouble neurocognitif majeur. Et dans la littérature, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. Donc, il y a différentes définitions, différents vocables, mais en général, ce qu'on va retenir, c'est une atteinte cognitive et une cause vasculaire sous-jacente. Donc, des exemples de termes utilisés, c'est troubles cognitifs d'origine vasculaire, déficit cognitif léger d'origine vasculaire, déficit cognitif d'origine vasculaire sans démence,
différence, troubles neurocognitifs légers d'origine vasculaire ou encore troubles neurocognitifs majeurs d'origine vasculaire. On peut changer de diapositive. On vous présente ici une définition plus pour le public général. Donc, les déficits cognitifs d'origine vasculaire sont des affections du cerveau et de ses vaisseaux sanguins qui affectent certaines capacités cognitives, comme on vient de le mentionner, l'attention, la mémoire, le langage, la vitesse de traitement de l'information, le jugement et la résolution de problèmes. Alors, il y a beaucoup de textes, vous pourrez lire ça à loisir, à tête reposée. On va passer à la diapositive suivante. Ce qu'on va retenir essentiellement dans la définition scientifique, c'est qu'il y a un déficit cognitif, nouveau ou s'aggravant, qui s'explique par une lésion vasculaire cérébrale ou qui sont accélérés par celle-ci. Donc, les déficits cognitifs, là, on vient d'en parler, ça peut toucher plusieurs sphères cognitives, comme l'attention, etc. Et ça peut également comprendre des changements liés à des syndromes focaux d'AVC, comme l'aphasie ou la négligence spatiale. Et les lésions vasculaires cérébrales, ben, ils peuvent avoir différentes manifestations. Souvent, on pense aux manifestations symptomatiques, c'est-à-dire quand il y a des symptômes évidents qui nous font consulter, par exemple, une paralysie soudaine pour laquelle on a été amené à l'urgence. Mais il peut y avoir aussi d'autres types d'atteintes plus silencieuses, comme par exemple la trouvaille fortuite d'anciennes cicatrices lors d'une imagerie qui a été faite pour une autre raison, où on découvre qu'il y avait déjà eu des lésions cérébrales vasculaires. Évidemment, les atteintes vasculaires peuvent s'associer à d'autres processus neurodégénératifs, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, et ils peuvent s'entretenir l'une l'autre. Donc, non seulement on peut avoir les deux, mais elles peuvent aussi s'accélérer mutuellement. On peut changer de diapositive. Ici, on a essayé de faire un schéma pour essayer de montrer des facteurs de risque bien associés avec les déficits cognitifs d'origine vasculaire. Donc, vous voyez, plus l'intensité de la couleur est forte, plus l'association est forte elle aussi. Donc, évidemment, le fait d'avoir fait un AVC, c'est un bon facteur de risque pour des troubles cognitifs d'origine vasculaire, mais aussi l'insuffisance cardiaque, certaines cardiopathies congénitales, certaines maladies vasculaires coronariennes et d'autres pathologies qui touchent à la fois les vaisseaux, le cœur ou le cerveau. On peut changer de diapositive. Donc, le résumé de ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ce schéma-là, où en fait, ça présente un peu les différentes portes d'entrée dans le spectre des troubles cognitifs vasculaires. Donc, on peut avoir des patients qui se présentent avec une plainte cognitive, et à ce moment-là, on va suggérer de faire une imagerie vasculaire pour essayer de déceler la part vasculaire sous-jacente aux atteintes cognitives pour rentrer là, dans le champ du déficit cognitif d'origine vasculaire. On peut aussi avoir la présentation avec un événement clinique comme un AVC, où à ce moment-là, évidemment, l'imagerie sera déjà faite et à ce moment-là, le travail sera de dépister le déficit cognitif pour rentrer dans le chapitre du diagnostic de déficit cognitif d'origine vasculaire. Puis enfin, la dernière porte d'entrée, c'est des gens qui ont des facteurs de risque vasculaire multiples, chez qui on va suggérer de quand même s'intéresser à la possibilité d'un déficit cognitif. Et si ça se précise, de faire une imagerie à nouveau et un dépistage un peu plus poussé. Et inversement, on peut avoir aussi des patients chez qui on a une découverte fortuite d'infarctus à l'imagerie vasculaire qui a été faite pour une autre raison, chez qui on va s'intéresser à dépister le déficit cognitif pour voir à nouveau si on peut rentrer dans le grand chapitre du déficit cognitif d'origine vasculaire, à partir duquel, ben là, on pourra interpréter les résultats, faire une prise en charge à la fois pharmacologique et non pharmacologique, et dans certains cas, voir aussi les modalités de réadaptation qui peuvent se proposer. À ce stade, je vais passer la parole à ma collègue Valérie. Merci. Donc, afin de faire en sorte que les recommandations de pratique optimale intègrent les perspectives et les expériences des personnes atteintes d'un déficit cognitif d'origine vasculaire, une carte de leur parcours allant du prédiagnostic jusqu'à la prise en charge a été élaborée et l'élaboration de cette carte a impliqué un comité consultatif intégrant les conseils justement des personnes ayant une expertise de vécu et leurs aidants sur lesquels on va vous partager certains éléments à la prochaine diapo. Donc, entre autres, un élément qui ressort particulièrement de l'expérience vécue par les personnes, ce sont les enjeux reliés aux séquelles invisibles liées au déficit cognitif. Donc, comme certaines personnes le mentionnent, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais on souffre à l'intérieur. Parfois, les gens disent, j'ai l'impression de faire semblant
Et donc, ressort donc tout l'aspect du deuil de la vie antérieure. Certaines personnes disent la réalité frappe de plein fouet, particulièrement lorsqu'on est revenu à la maison. Il y a la sensation de perdre des choses qui donnaient le plus de sens à la vie. Et à travers tout ce processus-là, ressort l'importance pour les personnes de prendre part activement à leur processus de réadaptation, d'adaptation. Donc, elle dit, je vais me relever, j'ai finalement appris à me réinventer, je me suis bâti une vie différente d'avant, mais c'est correct. Et surtout, je suis le mieux placé pour savoir ce dont j'ai besoin. Donc, un élément clé qui a été considéré dans l'élaboration et des lignes directrices, puis qui se reflète de l'évaluation à la prise en charge. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, les expériences partagées par les personnes ont permis d'identifier différents besoins critiques, défis rencontrés tout au long des étapes allant de l'apparition des symptômes jusqu'au diagnostic, la prise en charge et la vie à plus long terme avec le déficit cognitif d'origine vasculaire. Parmi ces grands besoins, un aspect qui est bien considéré, qui fait l'objet de beaucoup d'attention dans les soins et services, c'est évidemment l'identification, le diagnostic, la confirmation diagnostique et l'accès donc à de l'éducation pour expliquer les changements. Mais les personnes mettent aussi de l'avant différents besoins en ce qui concerne l'orientation dans les soins, l'accès à de l'information, des services tout au long de leur parcours, la gestion des activités quotidiennes, les considérations souvent administratives pour les proches aidants et aussi l'importance de l'accès à du soutien en santé mentale, un réseau de soutien pour la défense des intérêts. Donc, la documentation de l'expérience vécue par les personnes a vraiment permis de prendre en considération tous ces aspects à travers les recommandations et de les mettre de l'avant. Et d'ailleurs, cette carte-là, bien, elle est disponible, il est encouragé de la diffuser, de la partager dans les milieux pour sensibiliser justement à la réalité des personnes et les soutenir adéquatement. Alors, je vais repasser la parole à Dr. Deschêtres. Et on peut Alors, en passer fait, à la prochaine diapo. oui, à ce stade-ci, on va avoir l'expérience vécue de Manon. Je vais laisser Elisabeth la présenter adéquatement. Merci, docteur Deschamps. Merci, Valérie. Oui, donc, comme on avait dit, maintenant, aujourd'hui, elle présentera une vidéo préenregistrée et nous pourrons lui poser des questions durant la période des questions. Allons-y avec la vidéo. Merci. Alors, merci. Je suis profondément reconnaissante à toutes les personnes qui vont écouter mon témoignage sur les séquelles invisibles d'un AVC. Votre écoute puis votre ouverture sont les piliers fondamentaux pour briser le silence autour de ces défis. J'espère sincèrement que mon histoire pourra sensibiliser et offrir un soutien à ceux qui en ont grandement besoin. C'est pourquoi je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Donc, mon histoire débute que le 30 octobre en 2014, j'étais dans mon lit et j'ai senti soudainement une espèce de sensation bizarre dans mon cou et dans mon épaule à droite. J'ai pris 2 Tylenol et je me suis dit probablement que ça va passer. À 6 heures le matin, j'ai contacté le 911 moi-même. J'étais seule à la maison et ils m'ont transférée à l'hôpital Notre-Dame. Ils m'ont plongée dans un coma pendant une journée et demie. Ce que j'ai eu, c'était une rupture d'anévrisme hémorragique. Donc, ils ne pouvaient pas opérer tant que j'avais du sang dans le cerveau. La semaine d'après, je suis sortie de l'hôpital. Et puis, quand je venais d'arriver chez moi, j'ai commencé j'ai dit une phrase bizarre et mon père, il me regardait bizarrement, puis il dit peut-être que c'est peut-être l'opération. Sans plus ni moins, je me couche et le lendemain, je m'en vais rejoindre mes amis, je vais déjeuner. Et par la suite, les amis, ils m'ont dit que je cherchais beaucoup mes mots, puis j'avais beaucoup de sueur. Je suis repartie chez moi. Et puis, le lundi matin, quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai eu des symptômes vraiment anormaux qui apparaissaient un à un. J'ai eu de la misère à m'habiller. Fait que ça a progressé jusqu'à les 4 membres.
et j'ai perdu la parole à ce moment-là. Donc, ils m'ont retransféré à Notre-Dame. Là, j'ai été vraiment 3 semaines aux soins intensifs. Ils ont pris bien soin de moi, par contre. Donc, j'aimerais sensibiliser que si quelqu'un a une opération récente au cerveau, puis qu'elle déparle, de contacter le 911. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai eu un vasospasme. Je suis sortie de l'hôpital, il était le 14 décembre, et ça a pris à peu près 2 mois avant que je sois pris en charge par le bouclier. J'ai eu 1 an de réadaptation, orthophonie, ergothérapie, physiothérapie, et puis j'aurais aimé ça avoir au moins 2 ans, parce que 1 an, c'est un petit peu trop tôt. Mais les médecins, ce qu'ils m'ont dit, c'est, puis que j'ai inculqué, c'est de faire au moins 20 minutes d'exercice physique par jour. C'est pas beaucoup, mais au moins un petit peu. Donc, j'ai travaillé énormément pour gagner mes capacités, mon autonomie et surtout la parole. J'ai réappris à lire, à écrire, à parler, à marcher, à lasser mes souliers, à compter. Donc, ma première séquelle, qui est plus évidente, c'est que je perds souvent le fil de ma pensée en pensant, en discutant et en écrivant. Je ne me rappelle pas des conversations, c'est vaguement. J'ai une très courte durée de concentration et souvent, je pose les mêmes questions parce que je ne me souviens pas si j'ai posé la question ou pas. Après 3 semaines que j'ai pas fait quelque chose, c'est à réapprendre. Donc, des trucs que j'ai mis en place, j'ai toujours un papier et crayon à la portée, à la main. Tous les bouchons sont tout enlevés. Les crayons sont vraiment tout de suite déployés parce que l'idée, elle se perd très, très vite quand que je veux écrire quelque chose. Mes conversations, je suis pas capable de suivre une conversation qui est sous forme technique. Donc, c'est vraiment plus des conversations de comment tu vas, puis on parle du moment présent, puis de la personne elle-même. Donc, j'ai Alexa qui m'aide énormément, que j'ai découvert. Elle me rappelle souvent la date, le jour, pour calculer. Elle rajoute des choses sur ma liste d'achat. Elle m'aide grandement. J'ai aussi une application qui s'appelle Daily O sur mon cellulaire que j'utilise depuis avant mon AVC, qui est un journal qui compile les activités quotidiennes. Ça m'est très utile aujourd'hui parce que je peux savoir si j'ai payé mes factures, si j'ai pris ma douche, quand est-ce que j'ai lavé ma machine d'apnée, etc. On passe avec la deuxième séquelle, c'est que c'est très difficile avec l'aphasie de comprendre ce qu'on me dit ou qu'est-ce que je lis. Ce qui fait en sorte que je converse beaucoup moins parce que ça me demande beaucoup de concentration parce que c'est épuisant mentalement quand on parle. Les menus vocaux, quand j'ai des appels à faire à des places, là, faites le 1, faites le 2 avec les différentes options, mais plus que 3 choix, moi, mon cerveau, il fige. Donc, j'ai toujours ma feuille devant moi qui fait en sorte que je le note. Puis, je m'alloue un 30 minutes si j'ai à faire un appel comme ça. Une chose aussi que les concepts familiales, cousins, cousines, je le comprends pas. J'ai papa, maman, enfant, mais le reste, si tu me parles du beau-frère, du cousin, je comprends pas. Donc, je demande aussi aux gens de reformuler. Puis si après 2 fois que je comprends pas, ben essaye pas plus, on arrête la conversation. C'est tout simplement ça. Et j'ai appris, puis souvent je leur dis, OK, time out, on arrête. Donc, on y va pour la 3e séquelle.
qui est la plus ardue aussi, qui est de gérer mon quotidien. C'est très difficile d'accomplir mes tâches quotidiennes. Ça me prend 3 à 6 fois plus de temps. Plier une brassée de lavage ou faire mes commissions, peu importe. Les prises de décision aussi, le jugement il a été altéré. Donc, la prise de décision, je ne suis pas en mesure d'évaluer s'il y a une conséquence d'une décision. Genre d'adopter un chat puis avoir un poisson. Je suis très, très, très désorganisée. C'est une multitude de fois dans une journée. Je vais rentrer dans une pièce, je ne sais pas ce que je cherche. Je rouvre le tiroir, je ne sais pas ce que je cherche. Donc, c'est ça. Le multitâche, je ne suis pas capable non plus. Je fais juste seulement une chose à la fois. Si je cuisine mon bacon avant, après ça les œufs, après ça les toasts. Je ne peux pas faire les 3 en même temps. Parce que aussi, ça donne beaucoup souvent des coups de fatigue imprévisibles. L'adaptation aux imprévus dans un nouveau lieu, une nouvelle heure, une nouvelle routine, mon cerveau fige. Donc, c'est très, très ardu aussi. Donc, des trucs que j'ai mis en place, c'est que je prévois juste une tâche par jour, puis j'alterne. Si je fais une activité qui me demande l'effort, genre du kayak, ben, je me repose 1 à 3 jours entre chaque. Pour faire ma valise, si j'ai affaire à aller à l'extérieur, au début, c'était 3 mois, mais par la suite, c'est environ 2 mois pour préparer ma valise parce que je sais que j'ai souvent des coups de fatigue qui sont imprévisibles. Donc, je ne veux pas me donner plus de stress parce que plus que j'ai de stress, plus que mon cerveau y fige. Donc, et une chose aussi pour me faciliter la tâche, c'est vraiment vaisselle jetable. Ça m'aide aussi. Donc, les éléments, par contre, positifs que ça m'a apporté, c'est que j'ai appris vraiment à mettre mes limites, apprendre à dire non, ce que je ne faisais pas avant. De m'engager trop vite non plus, de me désengager, ça c'est très... Ça fait une surcharge mentale, donc j'élimine ça. Mon bouton panique, suite au vasospasme, s'il arrive quelque chose, j'arrive pas à le... J'ai perdu le fil. Le bouton panique, le bouton panique qui a été affecté. Donc, s'il m'arrive quelque chose, je ne suis pas capable de réfléchir à rien. Donc, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. C'est un gros, gros lâcher-prise sur toutes les choses que je ne peux pas... d'accepter les choses que je ne peux changer. Donc, ça fait partie de... je ne contrôle pas. J'ai appris à demander de l'aide aussi, qui n'était pas évident pour une femme très autonome. Je me donne maintenant le droit de me reposer puis de m'arrêter quand ça ne fonctionne pas. Je me donne le droit d'être une nouvelle moi, sans stress, sans contrôle et à mon rythme. Donc, merci pour votre écoute et votre ouverture, parce que vous êtes des piliers fondamentaux pour briser le silence autour de ces défis quotidiens. J'espère sincèrement que mon histoire pourra sensibiliser et offrir un soutien, mais aussi un espoir à ceux qui en ont grandement besoin. Merci. Alors, merci. Ce témoignage empreint d'authenticité et résilience est précieux pour nous tous. Ton engagement et ta volonté de sensibiliser, d'inspirer méritent toute notre admiration. Merci Manon pour ta présence, ta force et ton beau témoignage. Maintenant, je cède la parole au docteur Deschantres. Docteur Deschantres, ouvrez votre microphone. Merci. Ça va aller mieux comme ça. Donc, on va reprendre sur les faits saillants des recommandations. Donc, on va parler plus en détail de dépistage, évaluation,
diagnostic et examen, prise en charge à la fois non pharmacologique et pharmacologique, réadaptation cognitive, soutien aux personnes, à la fois les personnes atteintes elles-mêmes, mais aussi leurs familles et leurs proches. Et finalement, soins palliatifs, soins de fin de vie, et on terminera avec des questions-réponses. On peut changer de diapositive. Évidemment, comme on l'a dit, tout ça, ça va être un survol. Au total, il y a 87 recommandations, 53 considérations cliniques là, dans les recommandations. Mais évidemment, vous pouvez les retrouver en ligne là, pour des questions plus spécifiques. On peut changer de diapositive. Alors, la première étape, le dépistage des déficits cognitifs d'origine vasculaire. Alors, on recommande de faire ça pour tous les patients qui ont eu un AVC, un AIT manifeste sur le plan clinique, ou même chez ceux chez qui on trouve des traces d'AVC silencieux à l'imagerie cérébrale. Mais on peut également le considérer pour des personnes qui ont une maladie cardiovasculaire manifeste ou des facteurs de risque vasculaire importants. Donc, tous ces gens-là peuvent être considérés pour dépister des troubles cognitifs vasculaires. On peut commencer le dépistage en interrogeant la personne ou un proche sur des changements cognitifs ou fonctionnels qui pourraient suggérer un déclin. Et si évidemment le premier dépistage est positif, bien, il va falloir aller creuser un peu plus loin. Et il y a des outils de dépistage validés qui existent. On peut changer de diapositive. Alors, évidemment, il n'y a pas de recommandation forte là, sur quel outil utiliser, mais ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des outils validés. Des exemples, c'est le Minicog là, qui existe en français, qui va tester la mémoire et le dessin de l'horloge. On a le DocScreen qui va aussi explorer l'humeur et l'apnée du sommeil. On a évidemment les classiques là, comme le Mini-Mental ou le MoCA, qui même si ce sont des outils de dépistage, des fois les gens trouvent que c'est trop long, 10-15 minutes pour faire un dépistage. Euh, ces outils qui sont suggérés là requièrent tous de dessiner l'horloge, qui est un test très riche, mais qui évidemment peut être limité si on a quelqu'un qui souffre d'hémiparésie. Mais c'est toutes des choses qui sont à prendre en considération. On peut changer de diapositive. Euh, à sa plus simple expression, le dépistage, ce serait de poser une seule question à la personne. Avez-vous remarqué des problèmes avec votre capacité de réflexion, votre mémoire? Puis on peut essayer de grader ça, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, mauvais, acceptable, bon, très bon ou excellent. Puis ça peut être la première porte d'entrée. Puis si la personne vous répond, ben non, j'ai aucun problème de ce côté-là, ben c'est déjà une forme de dépistage. Puis c'est peut-être suffisant pour cette personne-là. Il y a d'autres formes qui ont été validées, là, comme le AD8. On peut changer de diapositive. Donc, le point en considération pour le dépistage, c'est qu'un petit quelque chose, c'est quand même mieux que rien. Donc, des fois, juste d'y penser, peut-être d'avoir juste une question là-dessus, c'est une première porte d'entrée là, dans le chapitre. On pense que l'identification précoce peut permettre d'offrir des soins plus adaptés. Des fois, la personne elle-même peut ne pas être au courant, mais ça peut être les proches qui vont réaliser ce qui se passe. Donc, gardez en tête aussi que des fois, ce n'est pas juste le patient, mais c'est aussi ses proches qui peuvent être des alliés précieux pour le dépistage. On va tout de suite changer de diapositive. Je vais laisser la parole à Valérie pour discuter maintenant de l'évaluation comme telle. Alors, les personnes pour lesquelles des troubles cognitifs ont été détectés, notamment lors du processus de dépistage, devront ensuite faire l'objet d'une évaluation plus détaillée par les professionnels de la santé qui ont l'expertise appropriée, notamment les neuropsychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, selon les besoins. Et cette évaluation-là permettra donc d'identifier les sphères pour lesquelles les fonctions sont bien préservées versus celles pour lesquelles les déficits sont présents et surtout devra aussi inclure une évaluation des répercussions de ces déficits sur le fonctionnement, la sécurité dans les diverses activités de la vie quotidienne qui sont importantes pour la personne, telles que la conduite automobile, la gestion financière, le travail ou les activités scolaires, par exemple, si c'est le cas. On peut passer à la prochaine diapo. C'est aussi important d'inclure un dépistage d'autres troubles concomitants qui seraient susceptibles d'influencer la performance cognitive. Pensons à différentes affections médicales concomitantes. On parlait également du dépistage de la dépression qui peut interférer avec la cognition. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, de ces facteurs cliniques, personnels, situationnels, seront pris en compte pour choisir les meilleures stratégies d'intervention, qu'elles soient correctives, compensatoires ou adaptatives. Prochaine diapo.
Donc, concernant l'évaluation cognitive en tant que telle, elle peut porter sur un éventail de fonctions, notamment l'attention, vitesse de traitement de l'information, les fonctions exécutives qui sont souvent parmi les plus touchées, inclure également la mémoire, les fonctions biospatiales, langagières. Et comme on le mentionnait, s'intéresser également aux impacts de ces changements-là sur le fonctionnement dans la vie quotidienne et considérant l'aspect des séquelles invisibles qui parfois peuvent être plus difficilement perceptibles par les personnes elles-mêmes, mais c'est pertinent de recueillir de l'information auprès de différentes sources, dont les personnes proches aidants qui peuvent apporter des informations complémentaires par rapport au quotidien. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, et les lignes directrices incluent également différentes considérations cliniques qui ont émergé des consensus d'experts ou de l'examen des données probantes sans être nécessairement formulées en recommandations. Donc, on vous invite à les consulter. Parmi les aspects abordés, on va aller à la prochaine diapo. Notons notamment là, le souci de choisir des outils d'évaluation qui seront le plus sensibles à la population, au contexte de l'évaluation, considérer l'ensemble des facteurs sociodémographiques, culturels, troubles concomitants qui pourraient avoir une incidence sur les résultats et aussi la sensibilité à éviter d'utiliser à répétition là, les mêmes outils de dépistage pour réduire la familiarité possible avec ces évaluations, donc la recommandation d'utiliser des versions alternatives. On peut aller à la prochaine diapo et je passerai la parole à Dr. Deschamps. Alors, on a parlé du dépistage, de l'évaluation. Maintenant, c'est l'imagerie. Donc, quand on soupçonne un trouble cognitif d'origine vasculaire, ça va être important de démontrer l'atteinte vasculaire avec une imagerie cérébrale. Le premier choix serait la résonance magnétique parce qu'elle est plus sensible, mais sinon, à tout le moins, une tomodensitométrie ou un scan cérébral. Puis, quand on est en présence de troubles cognitifs, mais comme pour l'évaluation des troubles cognitifs qui ne sont pas nécessairement vasculaires, bien, on fait des prises de sang pour s'assurer qu'il n'y a pas des conditions facilement réversibles comme la TSH pour la glande thyroïde, la vitamine B12, les électrolytes étendus. Et comme on parle de troubles vasculaires, bien, on vérifie aussi les facteurs de risque principaux comme le cholestérol et le diabète. On peut changer de diapositive. Donc, dans les considérations, bien évidemment, l'imagerie, ça permet de voir des gros AVC, mais il y a aussi d'autres choses qu'on voit, là, comme des atteintes de la substance blanche, une atteinte des petits vaisseaux. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, là, la résonance est préférée au scan parce que plus sensible. Ça permet aussi de voir d'autres lésions vasculaires. On recommande que les rapports de radiologie suivent des normes standards. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On peut changer de diapositive. Pour la prise en charge, bien évidemment, la prise en charge non pharmacologique. Donc, il y a toute une série d'outils qu'on peut laisser aux gens, de conseils, de recommandations qui peuvent les aider soit à corriger certaines choses ou à pallier certaines choses. Et évidemment, on peut évaluer s'ils ont besoin de soutien supplémentaire, par exemple, dans la communauté avec différents professionnels ou avec des outils, comme Manon le précisait, là, avec Alexa ou d'autres outils électroniques. Il y a des recommandations plus spécifiques pour différents problèmes plus spécifiques comme les troubles de l'humeur, les troubles du comportement, la gestion des risques et les mesures de soutien, mais vous trouverez des renseignements plus détaillés dans les recommandations elles-mêmes. On n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui. On va changer de diapositive. Dans la prise en charge pharmacologique, ben, les seules choses pour lesquelles on a des données vraiment probantes, c'est les mêmes médicaments que pour les troubles cognitifs dégénératifs comme dans la maladie d'Alzheimer. Dépendamment du stade à lequel on l'utilise, ça peut être avec une indication ou hors indication officielle. Et puis après, il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent être utilisés, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement de bonnes données, mais qui sont peut-être à doser là, au cas par cas selon différents critères. On va maintenant passer à la réadaptation et à Valérie. On va faire beaucoup de va-et-vient comme ça pour vous garder intéressés. Merci. Dans le cas des personnes qui ont reçu un diagnostic de déficit cognitif vasculaire, il est recommandé que leurs besoins en matière de réadaptation cognitive soient bien cernés, basés notamment sur des outils d'évaluation validés lorsque possible. Et à partir de ces résultats, un plan de réadaptation cognitive personnalisé devra être mis en place en impliquant activement les personnes directement concernées, leurs aidants, pour identifier des objectifs qui correspondent à leurs besoins personnels, donc dans une perspective de décision partagée.
Le témoignage de Manon l'a bien reflété le fait qu'il est souvent conseillé d'envisager une approche multidimensionnelle de la réadaptation en combinant une diversité de stratégies. On peut changer de diapositive. Donc, entre autres, on peut considérer le développement des compétences pour différentes compétences, par exemple, la capacité à exercer son attention, à planifier son horaire d'activité, des stratégies pour les stratégies de communication. C'est aussi possible d'intégrer en complément des stratégies compensatoires, que ce soit des stratégies plus traditionnelles comme prendre des notes ou encore des aides technologiques qui peuvent fournir des soutiens ou encore différents supports environnementaux euh, qui doivent être intégrés et des stratégies intégrées à travers la routine et finalement des stratégies plus globales qui sont recommandées également comme l'intégration d'activités physiques qui ont non seulement des bienfaits physiques, mais également pour le fonctionnement cognitif. Donc, ce plan de réadaptation devra être évalué régulièrement selon l'évolution des besoins de la personne et il importe également de souligner la pertinence de considérer des soutiens sociaux. Donc, notamment à travers les activités de groupe, les activités entre pairs qui peuvent aider à fournir des soutiens et s'avérer gratifiants et aidants pour les personnes. Donc, prochaine diapositive. Et à travers tout le processus de transition, de soins, de réadaptation, les lignes directrices mettent l'accent sur l'importance de l'éducation liée au déficit cognitif d'origine vasculaire, donc tant auprès des personnes elles-mêmes que de leurs aidants, pour aider à comprendre que sont les sphères concernées, quel est l'impact dans le quotidien et comment y pallier, comment trouver des stratégies pour assurer le fonctionnement quotidien. Donc, les recommandations suggèrent évidemment différentes stratégies là, pour assurer l'information, l'éducation, mais ça peut aussi être des stratégies de formation par rapport à la résolution de problèmes au quotidien. Donc, ce plan d'éducation devra être personnalisé selon les besoins des personnes, leur capacité, leur disponibilité à offrir du soutien, mais également le niveau de littératie. Et il faut aussi considérer différents facteurs psychosociaux, des besoins reliés, par exemple, à la santé mentale qui pourraient avoir une incidence sur les responsabilités de l'aidant, leur disponibilité à offrir le soutien et en tout cas, lorsque pertinent, orienter les personnes, leurs familles vers les soutiens communautaires, les organismes en santé mentale, travailleurs sociaux, etc. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive et je céderai la parole à Dr. Deschâtres. Merci. Donc, on aborde les soins palliatifs et les soins de fin de vie. En fait, tout le monde va éventuellement en arriver là. Et dans les troubles cognitifs vasculaires, ben, c'est important peut-être d'en parler plus tôt parce qu'il peut parfois y avoir une progression des déficits. Donc, c'était intéressant d'avoir une discussion lorsque les déficits n'empêchent pas la discussion. Donc, d'où l'importance d'informer les patients le plus tôt possible après le diagnostic, dans l'optique où c'est peut-être le dernier moment où on a une occasion de le faire puis qu'ils sont encore en pleine possession de leurs moyens. Une planification préalable va être effectuée avec respect et empathie, surtout dans l'optique de laisser les gens choisir ce qu'eux ils veulent plutôt que ce leur soit imposé par des gens qui ne savent pas ce qu'ils auraient souhaité. Évidemment, on peut le consigner, puis on peut aussi le réévaluer régulièrement parce qu'on a le droit de changer d'idée, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de respecter les souhaits de la personne elle-même. On peut changer de diapositive. Alors, évidemment, les soins palliatifs, ça peut être envisagé afin d'optimiser les soins et la qualité de vie. Puis des fois, on utilise la balance entre qualité de vie versus quantité de vie. Alors, où est le seuil? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable? Et évidemment, bien, on peut poser des questions spécifiques à nos patients, hein, par exemple sur le maintien des fonctions vitales comme l'intubation, la ventilation mécanique, la réanimation, mais aussi d'autres choses. Souvent, avec les atteintes vasculaires, on peut avoir des troubles d'alimentation. Donc, est-ce qu'on est d'accord d'avoir des tubes pour être nourri? Est-ce qu'on est d'accord pour avoir de l'alimentation entérale, etc. Et évidemment, encore une fois, ces choses-là peuvent être consignées et réévaluées périodiquement pour être sûr qu'on est toujours en phase avec les volontés de la personne. On peut changer de diapositive. Donc, ça a été un survol rapide, mais si on fait un dernier point sur les lignes directrices relatives au déficit cognitif d'origine vasculaire, résumé et conclusion. Alors, les déficits cognitifs sont fréquents chez les personnes atteintes d'une maladie vasculaire.
Mais inversement, les maladies cérébrovasculaires sont courantes chez les personnes atteintes d'un déficit cognitif, d'où l'idée de le dépister et l'identifier. Les déficits cognitifs d'origine vasculaire peuvent être envisagés chez tout patient qui a eu un AVC ou inversement, une personne avec un déficit cognitif chez qui on va rechercher une maladie vasculaire. On a vu la carte du parcours des personnes là, qui permet de mettre en lumière là, les différentes étapes et les points critiques où les besoins peuvent être moins satisfaits. On a parlé des effets des déficits cognitifs là, qui sont à mettre en perspective avec l'âge, la gravité des atteintes et les étapes de la vie, incluant également les soins de fin de vie. Le dépistage précoce, l'examen d'imagerie, l'évaluation, le traitement et la réadaptation peuvent avoir des incidences positives sur les personnes et leurs proches. Les lignes directrices aident à établir les premières étapes concrètes et les renseignements nécessaires pour mettre en place la suite. Et la conclusion, ce sera de faire preuve d'ouverture d'esprit, faire en sorte que l'inimaginable soit envisageable, éviter le nihilisme thérapeutique. Ben, j'ajouterais que des fois, le fait de pouvoir nommer le problème, c'est déjà le premier pas vers sa résolution. Donc, on vous remercie pour votre écoute. Euh, on va pouvoir avoir une période de questions-réponses. Je vais laisser Elisabeth prendre le relais. Merci, docteur Deschamps. Je voulais remercier à nos trois conférenciens de la journée, docteur Deschamps, docteur Poulenc et Manon, pour vos excellentes présentations, fort intéressantes et très utiles également. Donc, nous sommes déjà rendus à la période des questions. Vous, chers participants, vous pouvez poser vos questions dans la boîte aux questions. Nous avons déjà une question pour Manon. Manon, y a-t-il quelque chose qui a beaucoup amélioré ton quotidien et que tu aimerais partager aux personnes qui vivent avec une histoire similaire à la tienne? Ah oui, tout à fait. J'ai découvert, il y a 6 ans, par rapport à la spasticité, ça l'a incroyablement changé mon mode de vie. C'est l'automassage par vibration des fascias. Et j'ai compris aussi que suite à l'AVC, souvent la spasticité, ça peut créer beaucoup de douleurs. Et ça l'a amplifié beaucoup mes nouveaux mouvements. Puis j'évite aussi de rester dans la même position. Fait que c'est vraiment une pratique que je recommande à tout le monde qui veut enlever ces problèmes de spasticité. Merci beaucoup, Manon. La prochaine question est pour Dr. Deschamps. Est-ce qu'il y a des recherches sur le diagnostic précoce ou sur le plan de traitement pour les gens avec déficit cognitif d'origine vasculaire sans démence? Alors, à ma connaissance, on n'a pas encore de médicaments approuvés pour l'étape là, de troubles cognitifs légers quand il n'y a pas encore de démence installée. Il y a différentes considérations. Là. Peut-être que quand on voit qu'il y a quand même un déclin progressif, même si on n'est pas encore au stade de démence, il y a certains médecins qui vont se permettre d'utiliser des médicaments hors indication pour aider. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de place à la recherche puis à l'amélioration. Parfait, merci. On a une question pour Valérie. Il est peut-être difficile de retenir les informations données pendant un rendez-vous médical, surtout si la personne est seule. Avez-vous des suggestions pour aider le patient ou le professionnel de la santé? Oui, bien, d'une part, c'est important que les personnes n'hésitent pas à exprimer leurs besoins, donc auprès du professionnel de la santé, pour trouver la meilleure façon là, de consigner les informations de la séance. Donc, ça peut être par la prise de notes, comme Manon le mentionnait, mais aussi, ben, ça donnera l'occasion peut-être aux professionnels de proposer, d'écrire, donc rédiger, résumer les principales informations. Il ne faut pas hésiter aussi peut-être à ouvrir la possibilité à faire un appel téléphonique, vidéoconférence avec un membre de la famille qui pourrait se joindre ou encore partager l'information là, selon les possibilités offertes par le professionnel. Par courriel, enregistrer l'information, le message clé. Donc, ouvrir la conversation puis trouver la meilleure manière qui convient à chaque personne et leur famille. Parfait, merci beaucoup. Une autre question pour Manon. Manon, comment l'entourage peut faire pour accompagner quelqu'un qui vit avec les séquelles invisibles? Je dirais que, premièrement, c'est d'accepter le deuil de l'ancienne personne parce que c'est totalement une nouvelle personne. J'aimerais ça sensibiliser l'entourage, comme la fatigue cognitive, les troubles
de la tension, puis l'apathie, ça peut être une conséquence de l'AVC. C'est pas un manque de volonté de la personne. D'adapter aussi l'environnement. Quand on parle avec une personne, de réduire les distractions, euh, simplifier aussi les instructions en les donnant un par un, puis ajuster les attentes concernant le rythme de récupération et la capacité de la personne à, à effectuer certaines tâches. Parfait, merci beaucoup, Manon. Ça va beaucoup aider les personnes avec ces problèmes. Donc, on a une autre question pour le docteur Deschamps. Dans une clinique occupée, il n'y a souvent pas assez de temps pour faire des tests plus complets ou des tests rapides. S'il fallait choisir une seule chose à faire pour détecter un possible déficit cognitif d'origine vasculaire, que recommanderiez-vous? Et si le résultat montre qu'un suivi est nécessaire, quelle serait la prochaine étape? Ben, comme on l'a mentionné, la première étape, c'est juste de questionner le patient et ses proches. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et puis ça va orienter l'urgence d'aller plus loin ou la nécessité d'aller plus loin. Après ça, on a suggéré quelques outils validés qui permettent d'avoir un peu plus de viande sur l'os. Puis aussi, ça permet de faciliter les échanges entre les professionnels. Alors, quand on dit on a un patient ici avec un MoCA à 10 sur 30, ben tout de suite, on comprend mieux que quand on dit je pense qu'il y a une atteinte cognitive. Alors, ça peut être la prochaine étape. D'accord, merci. Donc, la prochaine question est pour Valérie. Quand je discute avec mes ergothérapeutes, ils me disent que le mini mental n'était plus recommandé. N'étant pas suffisamment sensible comparativement au MoCA, pourquoi est-ce que le test mini mental est dans vos recommandations? En fait, lors de l'élaboration des lignes directrices, il y avait quand même cette préoccupation-là d'avoir une certaine ouverture à différents contextes de pratique, là, d'où les différentes possibilités d'outils qui ont été mentionnés, mais avec le fait de, selon les contextes, effectivement, le MoCA pourrait être plus sensible, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... les contextes étant variables, les situations, etc., là, différents outils sont demeurés dans les possibilités. Parfait, merci. Super. Donc, on a une autre question qui peut-être pourrait être répondue soit au docteur Deschantres ou Valérie. Quel est l'impact de la FACI dans la validité des résultats des dépistages cognitifs? Ben, ça va avoir un impact sur la validité, mais s'il y a une difficulté, peu importe la cause sous-jacente, ça va permettre de mettre en évidence la difficulté. Donc, effectivement, peut-être qu'un résultat sur le mini-mental va s'expliquer plus par l'aphasie que par d'autres troubles cognitifs, mais ça met quand même en évidence une difficulté qui va devoir être adressée. Donc, c'est à garder en tête dans l'interprétation des résultats, mais ça n'enlève pas le fait que ces dépistages-là vont pouvoir aller s'assurer qu'il n'y a pas de problème ou au contraire qu'il y a des problèmes, peu importe la cause exacte sous-jacente. Je ne sais pas si tu veux compléter. Tout à fait. Puis, j'allais dire, la collaboration avec autres professionnels de santé, orthophonistes aussi peut aider là, dans ce contexte-là. Parfait, merci. Cette question est pour Manon. Que souhaitez-vous que les professionnels de la santé retiennent des séquelles invisibles? Qu'est-ce- J'aimerais ça qu'ils soient beaucoup plus proactifs pour faire pour faire des évaluations des séquelles invisibles à plusieurs moments et non juste au début. Donc, parce que il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui se détériorent. Euh, donc, puis comment aussi gérer quand on vit seul les surcharges cognitives à travers les coups de fatigue. Ça serait avoir des pistes pour nous aider par rapport à ça. Parfait, c'est super important tout ça, merci. J'ai une autre question pour le docteur Deschamps. Est-ce que les déficits cognitifs se présentent plusieurs années après avoir subi un AVC ou encore s'accentuent avec l'âge? Oui,
Donc, les déficits peuvent se présenter au moment de l'AVC, mais le fait d'avoir déjà eu un AVC, ça nous fragilise, puis on est plus susceptible d'avoir une aggravation dans le futur. Donc, les répercussions peuvent être immédiates ou peuvent être retardées puis se manifester plus tard également. Et l'âge est un autre facteur de risque pour des atteintes cognitives, qu'elles soient vasculaires ou dégénératives. Donc, les effets peuvent être immédiats ou peuvent être retardés et apparaître plus tard. Parfait, oui. Merci. Il y a une autre question que pourrait peut-être vous deux, docteur Deschantre et Valérie, vous pouvez les répondre. C'est dans son système de santé, il est peut-être difficile pour les individus qui vivent avec un déficit cognitif d'origine vasculaire d'accéder aux ressources et aux soins nécessaires. Voyez-vous un rôle que la technologie pourrait jouer pour soutenir ces individus? J'aurais envie de laisser Valérie. Oui, ben, d'une part, Manon l'a mentionné, là, différentes applications, outils technologiques qui, d'une part, peuvent aider à avoir accès à des stratégies compensatoires. Il y a des outils également en développement là, pour accompagner les personnes à identifier les stratégies compensatoires qui correspondent le mieux aux besoins. Et aussi, actuellement, il y a des recherches pour mettre en place des, j'allais dire, des outils technologiques, des innovations qui vont aider, qui pourraient aider à favoriser les communications entre le patient, les proches, différents professionnels de santé à travers le continuum de soins également. Donc, plusieurs choses en développement. Et tout à l'heure, on le donnait comme exemple, là, ne pas hésiter, lorsque possible, à utiliser, par exemple, la vidéoconférence lors des séances de réadaptation pour inclure la famille, comme modalité aussi là, pour favoriser l'éducation. Et la téléréadaptation et ces applications aussi qui vont aider, qui peuvent aider à offrir des services aux personnes en milieu rural, entre autres. Fort intéressant, merci. Docteur Deschamps, avez-vous des choses à rajouter? Non? Parfait. Donc, on va passer à une dernière question, s'il vous plaît, répondre rapidement. C'est pour Valérie, mais peut-être, docteur Deschamps, vous pouvez compléter. Suite à un AVC aigu, des séquelles cognitives, avec des séquelles cognitives, est-ce qu'on peut considérer que le patient peut s'améliorer avec la réadaptation ou on envisage qu'il restera avec des déficits cognitifs à plus long terme? Est-ce qu'on doit dépister également à distance l'AVC aigu, car probablement il est plus à risque de démence vasculaire? Peut-être je répondrai à la première partie de question, puis je laisserai le docteur Deschamps pour la suite. Évidemment, au niveau cognitif, on sait que l'évolution, la récupération peut continuer à se faire à plus long terme et lorsqu'on est dans le milieu de vie, lorsque la situation change, les besoins changent à travers les étapes de la vie, il peut y avoir des aspects différents à considérer, des besoins différents. Donc, d'où la pertinence qu'on disait de refaire l'évaluation à des moments clés, à des moments clés de transition, par exemple. Donc, je ne sais pas si j'adressais bien la question pour la première partie. Ça me Parfait. semblait complet. Pouvez-vous juste répéter la deuxième partie? Parce que je pense que c'est déjà bien couvert. Oui, juste la deuxième partie, c'est est-ce qu'on doit dépister également plus une à distance l'AVC aigu, car probablement il y a plus de risques de démence vasculaire. Ben, en général, après un AVC, il va y avoir effectivement un suivi. Puis, oui, on peut continuer à rechercher l'évolution. La façon dont nos soins sont faits, souvent, c'est le médecin de famille qui va être en première ligne là, pour organiser ces choses-là. Mais ça peut avoir la peine. Puis, comme mentionnait Valérie, c'est surtout les points charnières là, dans le parcours de soins. À chaque fois qu'on change, alors, par exemple, quand on quitte l'hôpital, quand on quitte la réadaptation, et c'est des points charnières là, pour faire le point et puis voir où est-ce qu'on est rendu. Parfait. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour les questions aussi à l'auditoire. Nous sommes déjà presque rendus à la fin. Donc, on conclut la période des questions, mais j'ai quelques informations à passer à l'équipe, aux participants. Donc, je tiens à rappeler que le webinaire sera enregistré et sera aussi sur notre site YouTube et sur le site web des pratiques optimales de l'AVC. Il y aura une évaluation qui sera envoyée par courriel après notre webinaire.
Vous pouvez aussi avoir accès par le lien qui est ici et il y a un lien dans le chat qui a été partagé. Une fois que vous allez compléter l'évaluation, vous allez trouver le certificat de participation. Donc, n'oubliez pas de le télécharger. Et voici quelques ressources éducatives sur différentes ressources que nous avons à cœur ABC, notamment les lignes directrices sur le déficit cognitif d'origine vasculaire, le lien d'évaluation. Il y a aussi une infographie sur le déficit cognitif fort intéressante. Donc, on vous invite à le consulter. Et nous vous remercions pour le temps passé euh, avec nous. Nous vous remercions chaleureusement et j'espère que vous avez appris, euh, amélioré et approfondi vos connaissances sur le déficit cognitif de régime vasculaire. Merci encore et prenez bien soin de vous. Merci.